Bonjour à tous, merci d'être encore là avec ce pépin de vidéo. Il est parti. Non, je fais ça. Je vais faire ça. Vous me dites si vous m'entendez correctement? Ça m'arrangerait sans le micro. Vous entendez pas? Allez, micro. Tant pis, je vais essayer. Donc bonjour à tous, merci d'être restés déjà, parce que ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un retour d'expérience de Stack Labs, donc dans le monde du spatial, de l'imagerie satellite, ce qu'on a vécu sur nos différentes expériences chez notre client. Alors petit disclaimer, on ne peut pas citer le nom du client, ce sera le client, notre client. Pas mieux. Donc, pour commencer, c'est un état de fait que vous connaissez tous, vous êtes certainement tous dans la tech ou en partie si vous êtes ici ce soir. Cet élément-là, c'est que le software est partout. Pour détailler, Uber est la société qui fait le plus de courses de taxi. Ils n'en possèdent aucun, c'est qu'un service dématérialisé pour eux. Alors, ils sont en train d'en faire des automatiques, mais Facebook, c'est la société qui fait le plus de diffusion de médias. Ils n'en produisent aucun. C'est que du média créé par leurs utilisateurs. Alibaba n'a aucun stock. Ils font de la vente, du retail, mais derrière, c'est que de la mise en relation. Airbnb n'a aucun immeuble, élément mobilier, ce n'est que de l'immobilier, et encore une fois, ce n'est que du service. Tous ces éléments-là et ces autres sociétés se sont construites que sur la notion de service et de software qui, par-dessus, qui vont réussir à nous faciliter la vie et donc réussir à réagir vite dans un monde de tech. Et la question qui s'est posée avec notre client, c'est comment voir toutes ces entreprises-là et comment insuffler la même idéologie dans le monde satellitaire. Ça a été quelque chose d'important et pour ça, il a été nécessaire de réagir vite. Ce que je citais avec les précédentes sociétés, c'était d'avoir la capacité à aller vite pour voir un besoin pour vos clients, pour le client de notre client, cette phrase va être chiante, mais de réussir donc à créer un besoin et de répondre à un besoin chez des clients pour être réactif plutôt que d'être gros. Être gros dans ce domaine-là n'a aucun intérêt, limite ça nous rend que plus lents. Et donc ça, on l'a fait grâce à Google Cloud. Et aujourd'hui, on va vous raconter en partie cette histoire et au travers de ça, vous montrer pas mal de choses techniques que nous avons fait. Donc tout d'abord, pour me présenter, Kevin, je connais pas mal d'entre vous. Je suis spécialisé sur la partie Google Cloud. Je joue un peu avec tout et vous pouvez me retrouver sur pas mal d'events, le DevFest, le Jug, le GDG. Ensuite, le fondateur de Stack Labs, donc je passe le micro. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Juste un petit mot, donc moi je suis fondateur de deux startups, Pixar et Stack Labs. J'ai deux enfants aussi, je suis plutôt chargé, mais je m'amuse plutôt bien, on va dire. Pixar, on fait de l'exploitation d'imagerie satellite en des algorithmes de machine learning pour détecter des objets sur des images satellites. Et donc Stack Labs, en deux mots, je vais vous présenter la boîte. Donc nous on se dit, alors tout ce qui est big data et cloud, c'est très bullshit. On va vraiment parler du concret ce soir. On va essayer d'expliquer la façon dont on le fait, faire des technos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment dans l'IT, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Vous recevez des annonces de recruteurs, je pense tous les 2 jours sur LinkedIn. Et nous, on a voulu justement monter une boîte dans laquelle on fait d'IT différemment, en gardant du temps pour de la veille techno, pour de la R&D, et pour justement que des techs puissent s'enrichir. Et s'enrichir, ça veut dire apprendre, ça veut dire partager de l'expérience. Et aujourd'hui, on est assez fiers, on n'existait pas il y a 6 mois, on est 15 passionnés aujourd'hui. C'est pas tant un nombre qui compte, au final, c'est surtout, je pense, des gens qui sont vraiment dans la passion, qui sont des vrais leaders techniques et des précurseurs du cloud, et qui aujourd'hui aident à développer des solutions hyper pertinentes et hyper sérieuses pour notre client. Donc c'est vraiment un beau démarrage. Donc comme je disais, on a investi pas mal dans la R&D, il faut rester au courant des dernières techno. Si on reste toujours la tête dans le guidon sur un même sujet, on ne voit pas ce qui se passe à côté, les technos changent énormément, vous allez toujours vous en rendre compte, et notamment dans le cloud. Voilà, donc après on est souvent dans le pitch, dans les meet-up, vous nous rencontrez assez souvent, on aime bien justement partager nos expériences.
Voilà. Dernier petit mot, on est le premier partenaire de Google sur la région. On était il y a 2 jours au Google Cloud Summit où ce sujet a justement été présenté avec notre client. Et donc c'était assez intéressant justement de voir toutes les évolutions et la rapidité avec laquelle les plateformes cloud publiques évoluent aujourd'hui. Voilà. Je te laisse la main, Kevin. Ouais. Et il y a peu, on était à Riviera Dev, toute la boîte. Donc ça fait des bons moments entre nous et pour découvrir plein de technologies intéressantes. Donc, petite partie historique, je vais donc raconter tout ce qui s'est passé. On va remonter loin, donc peut-être pas aussi loin que ça, mais un peu quand même. En tout cas, technologiquement parlant, en 86, c'était pas ça. Donc, il faut imaginer que notre client 86 faisait et utilisait déjà faisait des traitements sur des imageries satellites. Donc les technos de l'époque, moi j'étais pas né, hein, donc c'était compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont grossi, et au début des années 2000, une opportunité interne est apparue de faire un cloud privé. Alors ils ont appelé ça cloud privé il y a quelques années, en se rendant compte de ce qu'ils avaient fait à l'époque. La notion même de cloud, elle était assez light. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était ça qui était très tendance. Aujourd'hui, ils font un peu peur, mais en termes de stockage, il faut penser à, sur de l'imagerie satellite, on a beaucoup de volumétrie. Ça représentait le top, alors pour le particulier certes, mais ça représentait le top dans chacun de ces domaines. Et en plus de l'imagerie, il faut pouvoir transférer les données. Donc transférer les données, les bandes passantes de l'époque, elles étaient assez faibles. Donc encore une fois, le JPEG 2000 a été inventé dans ces années-là. Et les volumétries associées, pour les faire transférer, c'était un peu compliqué. Donc à partir de là, le projet est entre guillemets mort-né. C'était une tentative, mais comme toute bonne idée, il est bien de la garder et de se dire quand on pourra, quand on voudra réessayer, on le fera. Là, il faut bien imaginer qu'à cette époque, Amazon, le cloud, les technologies que Netflix nous donne n'existaient pas. Donc c'était un peu plus compliqué de se lancer à l'époque aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Manque de capacité sur la partie cloud, ils ont fait une solution on-prem. Et le but de cette solution, c'était de permettre à leurs clients de venir sur un site web et de faire des commandes. Donc, de numériser, je ne dirais pas digitaliser, de numériser l'expérience client pour leur permettre de consommer. Mais le problème, c'est que la manière de faire avait un peu complexe. C'est-à-dire que vous n'alliez pas sur le site pour commander. D'abord, il fallait prendre contact avec une équipe de sales pour vérifier que vous êtes solvable, que vous êtes un vrai client, que vous pouvez consommer les produits. Ensuite, là, on vous donne accès au portail web, vous faites des commandes, et que des commandes. Ensuite, ces commandes sont analysées par la team order qui va vérifier que vous êtes encore solvable, que ce que vous avez commandé correspond, que vous n'avez pas commandé la terre entière, parce que ça peut vous coûter vraiment très cher. Et d'ailleurs, l'équipe de programmation après vérifie que la commande que vous avez effectuée ne rentre pas en conflit avec la commande d'un autre client. Donc, voilà, pas mal d'opérations. À partir de là, l'ordre est émis, donc le satellite récupère l'information, se déplace, va scanner la zone souhaitée, ensuite continue son petit bonhomme de chemin, revient au-dessus de la France, notre client est en France, déverse toutes les informations dans la station de réception et repart faire sa vie. Et ensuite, la station de réception récupère les informations, l'équipe de la qualité, elle vérifie que tout ce qui a été capturé par le satellite correspond aux exigences de qualité. Imaginez, pas de bol, on a pris une zone et c'est intégralement nuageux. Donc au final, ça ne marche pas. On ne peut pas vendre ça à un client derrière. De plus, quand on regarde la planète depuis un satellite, il y a un petit effet d'angle. Donc on est obligé de faire de l'orthorectification pour que, à l'œil humain, dans un outil, sur un ordi ou un écran, l'image soit agréable à regarder. Donc il y a besoin de faire pas mal de choses. Et ensuite, on stocke tout ça et on met à disposition, donc via un protocole révolutionnaire qui est toujours en prod aujourd'hui, via un accès FTP, on donne au client des crédentiels, il se connecte, il récupère les produits.
Ça, c'est dans le meilleur des cas. Si vous avez un client qui commande l'intégralité d'un continent, ça peut être long à transférer, même avec une bande passante aujourd'hui. Donc, il arrive qu'un disque dur, un DVD, un Blu-ray soit envoyé par un moyen tout à fait standard au client. Donc, assez archaïque. Si on regarde ce traitement, ce fonctionnement, sur toutes ces étapes-là, qu'est-ce qui est important de retenir? C'est que le client il est actif réellement pour son besoin métier qu'à un seul instant. Tout le reste du temps, il attend. Et c'est pas bon d'avoir un client qui attend, parce qu'au final, à ce moment-là, il ne recommande pas. Déjà, c'est une limite. Quand vous voulez tester un produit, vous n'allez pas commander 10 produits en même temps. Vous allez d'abord vérifier que la plateforme est viable. Et en plus, pendant cette période-là, il peut aller voir la concurrence. Donc plus on le fait attendre, moins ça va être positif pour la suite. Donc c'est vraiment l'état de fait de départ, être rapide, donner une expérience simple et rapide à ses clients et quelque chose de différenciant à tous les niveaux. Et pour faire une analogie avec quelque chose que vous devez certainement connaître, si on dit qu'on envoyait un DVD au client, c'est quoi la différence avec Netflix ? Netflix faisait exactement ça, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1998. Certaines, a priori, le font encore. C'est exactement ce modèle-là. Avant de passer dans le cloud, Netflix faisait tout de cette manière. Et c'est avec le cloud où ils ont pu passer une étape et permettre d'atteindre des marchés différents, d'étendre leur parc de clients parce qu'ils enlevaient la partie la plus embêtante dans leur fonctionnement. J'ai mis sur ce slide volontairement 3 phrases qui matchent bien avec le besoin de Netflix. C'est-à-dire que vous avez un abonnement aujourd'hui à Netflix, vous avez accès à tout le contenu, tout le temps, mis à jour, et vous pouvez le consommer quand vous voulez. Ce que notre client a voulu faire, c'est exactement la même chose. Avoir un service où, de manière continue, vous avez accès à tout. Alors après, il faut une subscription qui correspond à généralement le carnet de chèques et les zones à scanner sur la planète. Mais le but était là, c'était d'avoir facilement tout ça. Donc, par rapport à tout à l'heure, on a vu le satellite, il attendait les éléments, il allait à un endroit. Mais là, ce qui se passe, c'est que le satellite, potentiellement, on n'est pas à 100%, mais va scanner la majeure partie du temps la planète. Ça veut dire, on continue, on scanne en avance. Parce qu'au final, on aura peut-être demain un client qui va nous demander une zone, on l'aura déjà. Donc au final, il scanne, il passe, il déverse, et après, il repart. Et il va scanner les différents endroits qu'il peut au fur et à mesure de sa vie. Mais le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve avec le même process, mais il a fallu grossir. Parce qu'au final, d'un point où on captait quelques images au besoin, on passe à une échelle où on a besoin de certains éléments du cloud, donc ici Compute Engine et le storage, pour pouvoir encaisser ces charges et faire tout ce que l'équipe de qualité faisait de manière manuelle, il y en a toujours, mais le faire de manière automatique. Donc, je détaillais un des éléments, Compute Engine, qui est sur la plateforme GCP, la partie IaaS, donc au final de l'infrastructure, des VM. Vous avez grâce à ça donc pas mal de facilité pour créer une VM avec des configs assez véloces. Les 600 Go de RAM, ils les ont débloqués assez récemment, ça pulse. Quand on envoie des choses là-dessus, on l'a fait pour jouer sur certains cas. C'est marrant, ça envoie bien. Avec beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas forcément détailler aujourd'hui. Mais alors, je n'ai pas voulu faire une démo live parce que cliquer sur une IHM web, donc je vous ai mis ça dans les slides. Mais le point central de toute l'activité, c'est sur la console cloud, qui est très simple de mon point de vue, qui est accessible, qui est au premier abord un dashboard, et ensuite vous avez les services organisés comme il faut. Donc, si on part sur Compute, là, un écran très basique, vous pouvez créer une instance en quelques clics, vous avez créé cette instance en haut, vous avez toutes les informations que vous pouvez saisir. Un truc qui plaît à beaucoup de monde, avoir le prix de la VM que vous allez créer, l'avoir rapidement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la partie OS. On a des OS quasi standards, avec quelques modifications, mais généralement c'est pour notre bien. Mais c'est du Debian, c'est du CentOS, c'est un peu tout.
SUSE, je crois. En tout cas, on a toujours trouvé des OS qui correspondent à nos besoins et qui se rapprochent le plus des standards de ce qu'on utilise on-prem à la maison, dans nos VM en local. Quelquefois, des devs d'ailleurs, quand ils ont besoin, montent une VM, se connectent dessus et travaillent à distance, ça m'est arrivé. Et donc là, tous les paramètres, quelques-uns, pardon, il y en a plein, dont les deux qui sont en bas à droite, qui sont pour moi extrêmement importants. Toute action que vous faites dans la console GCP peut être extraite sous format d'appel REST. Donc vous avez une commande curl qui apparaît, ou la commande à taper directement dans le prompt. Donc des fois c'est verbeux, mais au moins en une seule ligne, tout ce que vous avez fait par l'IHM, vous êtes capable de l'extraire sans avoir lu une ligne du manuel, mettre ça dans un script shell qui s'exécute et qui derrière crée votre VM. On l'utilise énormément parce qu'au final, refaire 2 fois la même chose, ça saoule. Donc on extrait pas mal d'informations et de choses comme ça. Petit bonus, c'est quelque chose qui est rentré en officiel sur GCP il y a peu, c'était en bêta depuis pas mal de temps, c'est le Cloud Shell. Au final, avoir accès continuellement à un shell qui vous permet d'avoir l'intégralité des outils pour développer, avec les langages supportés par les systèmes de Google, et les outils même locaux, type la command line, Git et autres, ça vous l'avez en accès gratuit et continu directement sur l'IHM web. Ce que vous voyez là, c'est du web, et ça, c'est du web aussi. Donc, un browser, très souvent d'ailleurs, les commerciaux de Google évoquent que sur leur Chromebook, ils peuvent tout faire. Ben, là, vous avez un shell complet, c'est du Debian. Hein. J'ai affiché en haut l'OS. Et vous avez accès à toutes les lignes de commande, apt-get. La seule limitation, c'est que vous n'avez que 5 Go de stockage. Perso, on a fait des mises en prod avec ça. Ça marche bien. Et d'ailleurs, les ops qui n'ont pas forcément sur leur poste tous les outils nécessaires, on a mis les docs directement liés à la console, au Cloud Shell. Donc j'ai évoqué Compute Engine, donc, qui nous a permis d'installer tous les softwares de traitement, et après la partie storage, donc, qui est une partie importante, parce qu'on se retrouve dans un monde où l'imagerie est scannée en continu, donc il faut stocker tout ça, et il faut être capable aussi de les ressortir extrêmement rapidement. Donc storage est vraiment extrêmement performant pour ça. On a réussi à atteindre certaines limites de système, mais au final, rien que par des échanges avec des ingénieurs côté GCP, des éléments ont été débloqués et ont permis vraiment d'avoir des vitesses de traitement hallucinantes. Donc nous, vraiment, ça a été l'utilisation a vraiment été très agréable et très performante. Donc, petit exemple de la partie storage, ce sont des buckets, hein, rien de très compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les services utilisent potentiellement les buckets, donc les conteneurs registry, les builds que vous pouvez faire pour les différents outils peuvent se retrouver directement là-dedans et utilisables. Et donc, si on parle de fichiers, il faut bien pouvoir transférer les datas, les administrer d'une manière ou d'une autre. GSUtil, c'est un dérivé de la commande gcloud qui est installé avec les composants gcloud et qui permettent donc d'avoir accès à des commandes. J'ai mis rsync volontairement parce qu'on l'utilise beaucoup et que, au final, on connaît rsync, on veut faire des choses efficaces. Un CP, c'est faisable, mais au final, là, vous avez rsync et beaucoup, pas la totalité malheureusement, mais beaucoup des options standards qu'on utilise sont reprises directement dans GSUtil. Donc, quand on a besoin de faire des transferts, on utilisait beaucoup ça, mais au passé, parce qu'au final, il y a transfert service qui nous a permis de faire des transferts de très haut volume. Et il faut savoir que notre client a battu des records de fichiers sur des buckets, on atteint quasiment les pétaoctets. Et quand on est obligé de faire des transferts de bucket à bucket, parce que toute l'intelligence ou toute la valeur métier de la boîte se trouve dans un bucket, on évite de faire de la prod dedans, on copie ça sur d'autres buckets, il nous est arrivé de faire d'utiliser transfer services pour envoyer ça sur un autre bucket de traitement. Et là, on a des volumétries vraiment très importantes, plus de 100 gigas secondes sur certains traitements. On n'est même pas sûr des chiffres, étant donné que ça allait tellement vite qu'entre le moment où on l'a lancé et le moment où ça a terminé, on n'a pas eu le temps d'envoyer le mail pour dire que le truc était parti. Donc ça a vraiment été hallucinant. Google, derrière, en termes d'infra, lance des milliers de VM qui vont juste avoir du réseau et qui vont juste faire le traitement et qui les rééteignent à la volée. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir une chaîne de traitement qui va récupérer l'image satellite, la stocker et la rendre utilisable.
par un client web. Ce client web est assez standard, permet de faire beaucoup d'opérations, mais par contre, on sait qu'on ne va pas réinventer un client SIG. Donc SIG, c'est les différents types d'outils pour utiliser des éléments cartographiques. On n'allait pas redévelopper entièrement un outil SIG, donc le but aussi était d'exposer des endpoints, supporter des protocoles pour être utilisables dans d'autres outils, QGIS, ArcGIS et autres outils du marché. Donc, ce qui s'est passé par rapport au slide précédent, c'est qu'on est passé d'un mode où on avait plein d'étapes assez limitantes à un mode où, bon, il faut encore contacter les sales, malheureusement, c'est pas je me connecte et je commande, mais où derrière, on attend un peu, on utilise l'outil via le web, mais aussi grâce aux API, on utilise les datas et on innove par-dessus. Parce qu'au final, il n'y a rien de plus frustrant que d'utiliser un outil qui nous bride et qui ne nous permet pas de sortir de l'information de ce qu'on a acheté ou commandé. Donc ce passage cloud, on l'a fait d'une manière qui n'est pas forcément la plus sexy, mais le but, encore une fois, c'était d'aller vite sur le marché, de se positionner et ensuite peut-être d'envisager les modifications suivantes. Donc ce qui a été fait, c'est prendre les outils, les éléments qu'on avait déjà, on les a packagés dans un compute, on en a créé via l'interface GCP très facilement un template. Donc template, c'est le disque et des informations complémentaires sur le nombre de CPU à avoir, le nombre de la RAM, les différentes caractéristiques souhaitées pour cette machine. Et au final, on a créé un instance group qui est automatiquement mis derrière un load balancer Google qui va propager les requêtes qui vont taper dessus via une IP externe et un nom de domaine. Donc de là, on a fait quelque chose qui est très facile à mettre en place et en plus, pour utiliser toute la partie traitement, on a mis ça au travers d'une queue, d'un système de queuing qui va automatiquement faire scaler les VM. Dans le template group, vous pouvez définir la charge CPU moyenne, minimum et différentes métriques. Il y a même des custom métriques que vous pouvez afficher. Et résultat, on a vu là le compute qui est monté et descendu. Et de la même manière, on a pu scaler à des niveaux très hauts. Donc on est monté à des centaines de VM sur certains traitements quand il a fallu créer ce qu'on appelle la base map, donc la cartographie complète de la planète. On est monté assez haut et on a consommé beaucoup de ressources sur le data center pour réussir à créer cet ensemble de données. Et donc au final, en fonction des informations dans la queue PubSub, donc là il y en a encore, mais les VM redescendent toutes seules. Donc c'est du managé, c'est assez simple, c'est quelques éléments dans l'interface et après derrière on peut même l'automatiser par du G-Cloud sur la command line. Donc ce système de queuing, c'est PubSub. C'est un système, donc si vous êtes familier avec Kafka et RabbitMQ ou autre, c'est l'équivalent côté Google. Il fonctionne en mode pull, push, pull et push aussi, si souhaité. L'avantage dans notre cas, il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Nous, on s'en est servi avec une partie qui nous a permis de connecter ça sur une appli legacy. Parce qu'au final, sur PubSub, vous pouvez faire du push sur des endpoints REST exposés par vos applis. Donc potentiellement, vous n'avez même pas la capacité d'exposer, de vous connecter à la queue PubSub, rajouter le framework de Google, les API et compagnie, vous ne voulez pas toucher votre appli. Ben là, vous pouvez très bien dire, sur tel endpoint, tu fais un post avec les datas formatées comme ça, et derrière, le code de retour de la requête HTTP va automatiquement être la valeur d'acknowledgement dans la queue PubSub. Ça a été quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui a permis, encore une fois, d'être assez rapide. Ensuite, comme tout système, et quand on a des volumétries aussi importantes, il est important de suivre le système, donc d'une part de l'intérieur. Donc ce qu'on a utilisé, on a juste branché les VM, donc en installant un service qui va récolter les logs, qui va se brancher sur le système de collecte de logs. On a pu récupérer toutes les informations de toutes les VM, que ce soit en interne et en externe, directement dans Stackdriver. Donc Stackdriver va accumuler toutes ces informations-là et vous permettre d'effectuer des requêtes, des éléments, tout ce que vous voulez va se trouver là. Vous aurez une seule source d'information pour votre suivi opérationnel de vos VM.
Et ensuite, il a fallu aussi le suivre de l'extérieur, parce que c'est bien de se dire, moi mes VM elles tournent, hein, mais le client qui est en Australie, si quand il consomme une image, elle met 4 secondes à arriver, c'est pas top, et pourtant vos VM elles sont up. Donc pour ça, on a utilisé App Engine, qui est un outil, donc là on n'est plus en IaaS, mais en PaaS, donc Platform as a Service. C'est un système, alors c'est pas son but à l'origine, hein. On a détourné son fonctionnement, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié des toutes petites applis qu'on déployait sur différents data centers, pas forcément ceux sur lesquels on avait mis nos VM d'ailleurs, et on vérifiait via des sondes externes, des requêtes, le temps de réponse moyen des différentes requêtes. Et grâce à ça, donc, on a pu avoir un monitoring assez fin. Mais le truc, c'est qu'avec tout ça, on se retrouvait avec énormément d'informations. Stackdriver, il y a une durée de rétention. Donc au final, il fallait aussi pouvoir exploiter ces datas à moyen et long terme. Donc on a tout déversé dans BigQuery. Donc BigQuery qui est l'outil d'analyse Big Data de Google, où on va toutes les données structurées, semi-structurées parfois, ils sont ingérés et vous allez pouvoir faire des requêtes généralement très très velues qui vont être dispatchées sur des centaines de VM à chaque fois que vous appuyez sur Entrée et qui vont vous répondre de manière extrêmement rapide. Pour info, on a assisté à un talk de Guillaume Laforge qui a indexé tout GitHub et qui faisait des requêtes sur les mots-clés les plus utilisés en fonction des langages. Et ça prenait quelques secondes, donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Et donc tout ça, dans ce workflow-là de prise en compte du marché et de réalisation d'un outil, on a gardé à l'esprit le fait d'y aller vite. Il n'était pas question de louper le coche, de se faire, entre guillemets, doubler par la concurrence. Le but était de mettre en place plein d'éléments et d'utiliser donc la plateforme Google dans notre cas pour aller vite et permettre malgré tout de monitorer ou de suivre tout ce qu'il fallait faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cloud. Certes, on a placé des applicatifs, on les a mis là-haut, ça tourne, ça scale, mais c'est pas le cloud qu'on entend à chaque fois qu'on va dans des meet-up ou autres, c'est on a pris, on a envoyé et ça tourne. Et le problème de cette solution-là, c'est que le cloud, il coûte un peu cher parce que c'est pas des applications qu'on a développées pour tourner de cette manière-là. On a embarqué tout, on scale 80% de l'app qui sert potentiellement à rien parce qu'il n'y a qu'une seule partie. Donc il a été nécessaire de penser à ça et de le repenser pour le futur. Donc le futur, pour nous, c'est pas forcément c'est notre présent, parce qu'au final, on développe ce qui arrivera ensuite. Mais ce futur-là, c'est quelque chose qui, pour notre client, était important. Parce que les commerciaux, quand ils allaient généralement voir leurs propres clients, ils demandaient qui veut de l'imagerie satellite. Les mains se levaient, tout le monde veut de l'image, c'est pratique, on peut montrer où on habite, où on va en vacances, c'est con, mais c'est la première chose que les clients font. Donc tout le monde voulait les utiliser. Mais par contre, quand on leur demandait réellement, est-ce que vous savez les utiliser ? Le support derrière, ils étaient contactés parce que la première imagerie, lien WMTS à coller dans un ArcGIS ou autre, qui est censé être le B.A.B.A, il y avait des problèmes. Donc au final, plus grand monde savait les utiliser. Et les exploiter pour en sortir de la data, alors là, il n'y avait plus personne. Parce que ça coûte cher, ça demande de l'expertise, et généralement les clients qui demandent ces données-là, ils ne sont pas forcément du domaine, eux ils ont besoin de sortir de la donnée, pas forcément d'apprendre comment traiter une image et extraire la position d'un élément sur une carte. Donc, à l'image de ce qu'a fait Netflix, encore une fois, la limite du système, ça a été de se dire, on fournit du contenu, mais les personnes qui créent le contenu, ils sont feignants, on va en créer plus, et au moins ça va permettre d'amener plus de produits, d'amener plus d'éléments. Et notre client, il a la même logique, où au final, à partir de ces images, il va réussir à fournir des métadatas, parce qu'il sait les exploiter, et il met tout en œuvre pour les exploiter, pour permettre de fournir des informations supplémentaires et de ne plus dire que seule l'imagerie compte, mais au final des éléments en plus. Et donc pour ça, le slide est lourd,
Pour ça, l'avantage aussi, c'est que le fait de ne plus avoir une application monolithique permet d'utiliser les bonnes technos pour les bons besoins, sur les bons éléments. Et au final, ne plus se restreindre à se dire, bon, ben, on a créé l'appli en .NET, elle tourne, on la laisse dans son coin et on n'y touche pas, et il n'y a personne qui veut y aller parce que c'est du .NET. Donc là, on a pu, entre guillemets, se faire plaisir aussi, et développer des stacks et des éléments qui sont très cohérents avec le besoin. Et donc là, je passe la main à Arnaud. Hop, je tiens ça. Merci, bon. Hop, si. Allô. Bonsoir, donc on va faire une petite tentative parce que la démo est là-dessus en fait. Je ramène ça. Hop. Ouais, attends. Oh, je pense qu'avec Arnaud qui se branche, t'as du temps. T'as une poche? Non, ben pas de démo alors. Ouais. Je te mets ça déjà. La captation. Non. Mais ouais, enfin, les vidéos elles vont marcher quand même. Ouais, les vidéos elles vont marcher avec celui-là. Donc, bon, désolé, on va mettre l'ordi qui. Enfin, on a quand même des démos en vidéo, donc ça c'est Aurélien. Et tant pis pour la mienne. Non, mais vous avez copié là les vidéos ou pas? Je vais brancher avec le disque. Du coup, on branche celui-là? Alors, voilà. Ok. Donc je me présente, donc désolé pour la petite interruption. Donc moi c'est Arnaud Tournier, je suis développeur chez Stack Labs. Donc. Et Aurélien qui va suivre juste après, donc est développeur aussi chez notre client. Et donc, comme disait Kevin, donc pour aller plus loin dans la démarche qu'on a portée chez le client, donc vous m'entendez là? Ouais. Pour aller plus loin dans la démarche qu'on a apportée chez le client, et donc pour accélérer les temps de traitement, pour accélérer les possibilités qui sont offertes par toutes ces infrastructures et donc les utiliser au mieux. Comme disait Kevin, donc on a besoin de scaler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, premièrement, en fait, on va vouloir déployer sur ce cloud, donc sur cet ensemble de machines qui est à notre disposition. On veut déployer des payloads, donc des charges applicatives très variées. On va parfois vouloir déployer des grosses applications telles que le décrivait Kevin. Et puis on veut pouvoir déployer des toutes petites applications, faire rapidement des POC, valider des idées, donc des MVP, etc. Donc en fait, on veut une technologie qui nous permette de faire aussi bien du très petit que du très gros. On ne sait pas, en fait, au moment où on lance les produits, ceux qui vont marcher, ceux qui vont attirer beaucoup de gens. Donc, en fait, on a besoin aussi de quelque chose qui soit très élastique, qui fonctionne aussi bien pour comment dire, une charge de quelques utilisateurs, et en prévoyant d'avoir l'accès à l'application par des milliers d'utilisateurs. Chez notre client, c'était aussi très important de pouvoir tourner on-prem. Donc, là, on vous parle beaucoup de GCP, c'est très bien. GCP fournit énormément de services, c'est très accessible, c'est très développeur-friendly, etc. Ceci dit, sur certaines, vous dites bien qu'en imagerie satellite, il y a des données qui sont plus ou moins sensibles. Quand c'est très sensible, on n'a pas envie de faire tourner ça sur le cloud. On veut faire tourner ça dans des machines chez le client. Donc, on a besoin de quelque chose qui fasse ça.
Et puis voilà, on aimerait bien, quand on est on-prem, maximiser l'usage de nos machines, mais d'ailleurs aussi quand on est sur le cloud, c'est-à-dire que on ne veut pas déraper dans l'utilisation des machines, ce qui était un peu le défaut de la solution qu'on a construite pour être rapide, arriver sur le marché rapidement, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est shift and lift ou lift and shift, mais c'est, on a pris les applis d'avant, on les a posés sur des VM, on a scalé les VM et ça marche. Mais ce n'est pas du tout optimal. Nous, on veut optimiser l'utilisation de ça et éventuellement, si des applis ne sont pas utilisées, on ne souhaite pas payer beaucoup. On veut quelque chose qui soit donc qui s'appuie sur des technos standards, enfin qui soit une techno standard et voilà que ça prenne en compte le développeur, donc que ça soit facile à utiliser, enfin tout du moins rationnel à utiliser et propre. Et puis voilà, on peut pas gérer d'architecture, enfin on peut pas gérer d'infrastructure. À part évidemment l'infrastructure on-prem, hein, Google fournit pas de service de venir gérer l'infrastructure chez vous encore. Et donc tout ça, c'est pour écrire des applications. Tout ça, ça correspond à des applications qu'on appelle cloud native. Désolé, ça y est, j'ai trouvé le point. Donc tout ça me mène en fait à la technologie qui s'appelle Kubernetes. Donc qui a déjà entendu parler, je pense, allons-y. Qui a déjà entendu parler de Kubernetes? Ouais, voilà. Donc ça, c'est la techno. C'est vrai que c'est assez fou. C'est une techno qui a juste 3 ans en fait. Et qui l'utilise au professionnel, le projet professionnel. Ouais, donc pas mal aussi, une moitié. Donc Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est cette techno qui va nous permettre de scaler et de faire des applications cloud native et de répondre à tous les critères dont je vous ai parlé. Alors c'est un projet qui est open source, qui a été annoncé et publié par Google en 2015. L'initiateur, c'est Joe Beda, qui travaille donc chez Google et qui s'est fortement inspiré du système d'orchestration qu'avait développé Google en interne, qui s'appelle Borg. Et donc qui a été développé par Google, mais qui maintenant est devenu un standard dont d'ailleurs la gouvernance du projet n'est pas faite seulement par Google, elle est faite par la CNCF. Donc c'est une association qui pilote le projet Kubernetes et dans lesquels on retrouve les GAFA, la Linux Foundation originalement, etc. Donc tout ça pour dire que oui, Kubernetes ça tourne sur Google, mais c'est pas que Google, vous pouvez faire tourner chez vous, enfin sur de l'on-prem, et puis d'ailleurs vous pouvez le faire tourner sur d'autres plateformes que GCP, vous pouvez le faire tourner sur Azure, sur Amazon, on a même déployé certaines de nos applis sur le cloud Orange. Et ça marche. Donc qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un orchestrateur de conteneurs tout simplement. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé Docker, vous savez qu'à partir du moment où vous gérez 5-6 conteneurs, ça commence à être un petit peu compliqué, un petit peu difficile de gérer tout ça. Ça fait beaucoup de conteneurs, beaucoup d'applications à démarrer, éteindre, etc., à surveiller également. Donc c'est là que va arriver Kubernetes. Il va vous aider à gérer des milliers de conteneurs et donc gérer leur cycle de vie, le monitoring, etc., etc. Et donc tout ça, ça va permettre une scalabilité. Donc je vais vous montrer les patterns de base. C'est un outil qui est auto-guérissant, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui fait du self-healing, c'est-à-dire qu'il va détecter quand une partie de vos applications ne fonctionne plus et il va essayer de les redémarrer, bref, etc. Il va vous permettre de gérer facilement les secrets. Donc ça, c'est quand vous avez des mots de passe, des connexions et tout à vos bases de données et que vous ne voulez absolument pas le mettre dans votre code source, ce qui est très bien. Tout ça, vous avez les outils pour gérer ça. Ça va gérer la mise à jour de vos applications. Donc vous avez simplement à dire, je pars d'une application en V1, je veux passer en V2, donc je passe sur une autre image qui va s'exécuter, et puis il va orchestrer la mise à jour progressive de l'application. Idéalement, on pourrait faire du A/B testing dessus, etc. C'est des choses qui vont arriver sur Kube. Donc en effet, vu qu'on c'est des conteneurs, on travaille en techno, un peu toutes les technos possibles. D'ailleurs, c'est un des effets de cet outil-là,
C'est sur un plateau de 60, enfin sur un plateau de quelques équipes qui font en tout 60 personnes. Je sais pas, il doit y avoir une 5-6 équipes. On a des technos complètement différentes. Alors, du coup, il n'y a plus le framework d'entreprise qui est là, puisque en fait chacun fait ses petits trucs et voilà, au final, c'est vraiment, on a vraiment plein de technos du coup qui tournent dans l'appli. Voilà, alors je vais vous montrer un pattern de base qu'on fait avec Kubernetes et les applications en fait qu'on est quand on fait du Kubernetes, on va les écrire comme ça. Alors ça, il faut imaginer que c'est un microservice qu'on veut justement rendre indépendamment scalable et hautement disponible. Alors comment ça marche? En fait, il y a plusieurs niveaux d'abstraction dans Kubernetes. Le premier niveau, c'est donc Kubernetes travaille au niveau du conteneur. Donc pour l'instant, conteneur Docker. Hein. Ça gère aussi les conteneurs RKT. En fait, une application va être composée, alors on va dire par exemple, moi, mon bout d'application, mon microservice, il y a 3 conteneurs qui tournent ensemble. Donc par exemple, je vais avoir la base de données, le serveur Java et puis le Nginx devant. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Ça, je veux dire que c'est mon groupement logique de conteneurs qui fait une instance de mon application. Ça s'appelle, dans le vocabulaire Kubernetes, ça s'appelle un pod. Un pod, c'est juste, j'ai groupé des conteneurs et je les fais tourner sur une même machine. Et maintenant, ce pod, je vais vouloir le répliquer X fois. Donc, si j'ai une charge client qui est très faible, je le réplique une fois. Et puis, si tout d'un coup, j'ai 200 000 clients qui arrivent parce qu'on vient de faire la pub sur M6 pour notre client, du coup, on va créer de nouveaux pods. Donc, ils seront identiques. On va voir notre application, notre microservice, qui va être lancé X fois sur les machines. Alors, Kubernetes va s'occuper de, évidemment, pas lancer les 2 pods sur la même machine, parce que si la machine tombe, on perd l'avantage de la réplication. Kubernetes va, c'est le côté orchestrateur, s'occuper de placer les pods sur les machines les plus appropriées. Alors, on peut lui laisser faire tout, lui demander des machines de telle taille, on peut spécifier plein de choses. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une application qui est répliquée plein de fois. Et donc, comment accéder à cette application? Devant, on met un load balancer. Enfin, je dis application, donc ce microservice, comment accéder à ce microservice? Devant, je mets un load balancer. Donc, ce qui implique quelque part que mes pods là sont stateless, ou en tout cas, ils ne partagent pas d'état entre eux. Et je peux arriver sur un pod ou un autre, c'est pareil. Okay. Donc voilà, ça va être le pattern de base des applications Kube. Donc on va déployer des conteneurs et puis on va les scaler. Et devant, on va mettre un load balancer, ce qui va nous permettre, en fait, depuis le trafic entrant, en fait, d'accéder à un point d'entrée unique qui va être réparti sur les différents pods. Donc ça va gérer ça pour nous. Et c'est la brique de base. Donc, quand on fait une application sur Kubernetes, eh bien, on va répliquer ce schéma-là X fois. Donc, ça, faut réfléchir qu'est-ce qui est la meilleure partition à faire. Et puis, on va pouvoir scaler chaque déploiement indépendamment des autres. Et donc, on a un flux d'entrée, tout fonctionne en HTTP. Alors, Kubernetes, c'est complètement basé sur les standards HTTP. Donc, on arrive en HTTP, on repart en HTTP. Il n'y a pas vraiment d'autres choix pour l'instant. Et puis, de nos pods, on peut, enfin, c'est plutôt TCP quand je dis ça. De nos pods, on a du trafic sortant qui va vers d'autres services. Voilà, donc c'est le schéma de base. Et alors, comment on programme Kubernetes? C'est un truc qui est assez sympa. C'est en fait, on va décrire notre application sous forme de fichiers YAML et on va utiliser les concepts apportés par Kubernetes, donc les pods, les services, les pods, les déploiements des services. Et on va les paramétrer dans un fichier YAML qu'on va envoyer au service Kubernetes et qui va se débrouiller en fait pour faire converger l'état du cluster vers celui qu'on a demandé. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que
il va lui-même regarder ce qu'on a déclaré et il va marcher, avancer vers l'état qu'on a demandé. Donc, c'est-à-dire, imaginons que j'ai déployé une application en demandant un réplica de mon pod, et puis par la suite, je lui en demande 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'en démarrer 2 autres. Si je lui en demande plus que 2, il va m'en éteindre un. Et si je lui dis finalement je ne veux pas déployer cette image mais je veux déployer une autre image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'autre image sur le réseau, il va la déployer et puis une fois qu'elle sera déployée, il va retirer les anciennes images. Et tout ça de façon transparente. Finalement c'est un petit peu un langage de niveau 4 pour décrire son applicatif et l'infrastructure de l'applicatif. Donc là, je reprends les concepts que je vous ai décrits. En fait, je ne pensais pas les décrire aussi détaillés sur le schéma. Mais voilà, vraiment les concepts de base sur Kubernetes, c'est un pod, c'est-à-dire plusieurs conteneurs qui s'exécutent sur la même machine. Ça veut dire qu'ils partagent une même IP. Ils partagent localhost aussi. Ils peuvent parler entre eux sur localhost, ça n'implique pas de trafic réseau. Donc les déploiements, ça c'est quand on veut dire que ce pod-là, ce groupe de conteneurs, je veux le scaler, je veux le répliquer X fois sur mon infrastructure. Et c'est la ressource qu'on touche le plus en fait quand on fait du kube. En gros, ça va décrire l'image qu'on veut déployer et le nombre de fois qu'on veut le déployer. Grosso modo, c'est ça. Et donc ça c'est la ressource qu'on touche le plus. Donc la mise en prod d'une nouvelle version de l'appli, ça va être juste aller changer un déploiement, dire je veux l'image en V2 et pas en V1. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Les services, donc chaque service, donc en gros c'est le load balancer que je vous présentais là dans le schéma. Et le service c'est quoi? C'est une façon d'accéder à ces pods, une façon simple, qui implique un load balancing, c'est-à-dire un service, quand on va dire j'ai cette application, je l'ai déployée 150 fois, je l'ai répliquée 150 fois, j'ai un service qui correspond à cette application. Ce service, on va lui faire correspondre une IP virtuelle, et en fait Kubernetes va se charger de paramétrer toutes les VM sur lesquelles tournent les conteneurs, pour faire du routing vers cette adresse, à partir de cette adresse IP virtuelle qui est assignée au service, vers les différents pods. Donc tout ça, c'est en fait transparent. Quand vous déployez un service sur Kubernetes, il va avoir une adresse IP. Depuis votre applicatif, vous pouvez taper sur cette adresse IP. De temps en temps, sur une connexion, ça va partir sur un pod. Sur une autre connexion, ça va partir sur un autre pod. Voilà. Alors, du coup, comment ça marche? Comment ça marche Kubernetes? Donc, en gros, alors vous avez la partie principale, disons celle qui fait tourner les applications, c'est les nœuds qui sont en bas. Là. Donc, vous avez vous allez provisionner un cluster pour Kubernetes. Donc ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Sur GCP, c'est des clusters de machines Google Compute. Si vous êtes on-prem, c'est vos machines à vous, probablement un cluster OpenStack. Puis sur d'autres providers, c'est une autre forme de cluster en fait. Kubernetes, il a été pensé pour se plugger à l'infra et donc à être extensible. Donc il vient s'intégrer sur l'infra que vous voulez. Il suffit de développer les plugins. Et comment il fonctionne? Donc vous avez les nœuds qui vont exécuter les charges de travail, ça s'appelle les nœuds, et puis il y a le nœud maître qui va faire la coordination et l'orchestration des conteneurs à proprement dite. Et puis, ce nœud-là, le master, donc on l'appelle, il a un petit endpoint REST qui s'appelle, c'est l'API REST de Kubernetes, avec lequel on communique, nous, en tant que développeurs. Et donc, on peut faire du curl, on peut faire, comme l'a dit Kevin, etc. Et puis, on a aussi une commande qui s'appelle kubectl, qui est la CLI de Kubernetes, qui fait en gros qui s'authentifie, et puis ensuite qui fait les appels REST vers le master. Le master, lui, maintient une base TCD de toutes les ressources, donc pour décrire tout ce qui doit s'exécuter dans le cluster et comment ça doit s'exécuter. Et puis au sein de vos nœuds, donc là c'est des VM. Chaque VM en fait va avoir, alors le cAdvisor, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je ne connais pas jusqu'à là, mais en tout cas Kubelet et kubeproxy, c'est deux programmes qui vont tourner sur vos nœuds, sur vos VM, et qui vont en fait
Kubelet s'occupait de lancer les conteneurs et les arrêter sous les ordres du master, et kubeproxy qui va s'occuper des communications réseau. Donc par rapport à tout ce qu'on a décrit comme service, lui va mettre en place, soit il va travailler au niveau des tables IP, ou va faire du IPVS aussi, et puis probablement plus tard d'autres... il y a d'autres façons de faire du filtrage et du routage de paquets réseau. Je pense qu'ils vont faire du BPF bientôt, on verra. En tous les cas, donc ces composants-là, ils tournent sur vos nœuds, et c'est eux qui vont lancer les conteneurs. Donc en gros, il fait des Docker Run pour vous, en fonction de ce que vous avez demandé, qui tournent sur vos machines. Et puis vous avez la partie également networking. Donc là, vous avez plusieurs drivers possibles selon votre infrastructure, et puis en fonction, vous pourrez faire des choses plus ou moins évoluées, du VPC, etc. Voilà en gros comment ça marche. Et donc quand on va exposer une application sur Internet, vous verrez que Kubernetes, en fait, il va venir piloter l'infrastructure sous-jacente pour aller mettre à disposition, provisionner des adresses IP publiques, et puis faire le routage des paquets vers votre applicatif. Tout ça se fait très rapidement, très simplement, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une techno qui je trouve génial. Je me souviens le jour où c'est sorti, en fait, je me souviens très bien. Et quand j'ai vu sortir cette techno, je fais ouais, ça c'est bien ça. C'est ça qu'il nous faut. Et en fait, moi, ça correspond, pour avoir fait mes études, c'est système informatique distribué, donc ça s'appelait pas cloud, mais vraiment c'était de la recherche, etc. Voilà, les algorithmes, Paxos, etc. Et là, ça y est, on a quand même un outil qui est industriel, qui est super facile à utiliser, qui offre des possibilités géniales. Et donc moi, vraiment, j'adore bosser avec ce truc. Ça fait pas super longtemps, hein, ça fait 6 mois moi, que je suis sur le projet, et vraiment j'adore. Donc voilà, ça vous fait les updates, comme j'ai dit. Vous pouvez renseigner le Kubernetes sur l'état de votre application, il va savoir où vous en êtes, et puis il va faire la partie élastique, donc l'autoscaler. Et ce qui est rigolo, c'est que déployer une nouvelle application, ça devient, quand on l'a bien fait plusieurs fois, la première fois ça fait peur, hein, parce que moi je me souviens quand je suis arrivé sur le projet, on m'a dit t'es en prod, en fait, moi je suis en charge de toute la partie sécurité, authentification, etc. On m'a dit là il y a 50 personnes qui utilisent le truc, et en gros t'es en prod, ça veut dire que j'ai pas le droit de faire arrêter le service, et faut quand même le faire évoluer. Donc les premières fois, c'était un peu, comme une mise en production classique, sauf que cette fois-ci, c'est avec un outil que je connaissais pas, et puis donc avec la prod, quoi. Donc je le fais, ça marche et tout. Puis au fur et à mesure, je commençais à bien prendre en main l'outil, et je pense que là, il faut se forcer en tant que dev, puisque c'est un peu une façon de fonctionner nouvelle. C'est vrai que moi, j'aime bien la raconter, cette anecdote. Je me suis forcé à en fait faire le plus de mise en prod possible de la journée, et jusqu'à me forcer à en fait appuyer sur le bouton de faire une mise en prod, donc une maintenance, et partir fumer une clope. Donc ne même pas regarder ce qui se passe pour que ça devienne justement vraiment c'est un truc normal, quoi. Il se passe rien de spécial. Et donc, c'est là qu'il y a mon gros fail. Donc, je devais faire une démo interactive et tout sur un navigateur là. Sauf que mon portable, il prend pas la vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais passer la main à Aurélien, qui va vous montrer, lui, sa démo qu'il a très intelligemment enregistrée sur une vidéo. Et pendant ce temps-là, je vais voir s'il est possible d'aller à la régie, brancher directement mon truc, et je vous ferai la démo, et vous ne me verrez pas à ce moment-là, mais vous verrez l'écran. Je vais voir si c'est possible. Si c'est pas possible, vraiment, je m'en excuse, je vous enverrai une vidéo, je la ferai la vidéo, puis je vous l'enverrai. Ouais. C'était en gros déployer une appli. Je vous fais le topo. En gros, c'était, je déploie une première appli, je demande de déployer la version suivante. Exactement comme je vous ai décrit que ça fonctionne. Et quand on fait ça, aussi de façon aussi triviale et naïve, on se rend compte, et j'avais un petit indicateur, que pendant 30 secondes, on a une interruption de service. Pourquoi ?
parce que j'ai fait exprès de faire des conteneurs qui démarraient au bout d'1 minute 30. C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas, un programme qui met 1 minute 30 à démarrer avant de commencer à servir les requêtes. Et Cube, quand on lui renseigne rien sur l'application, lui, il considère au bout de 30 secondes, c'est démarré. Donc en fait, il a lancé les nouveaux conteneurs de la V2, et au bout de 30 secondes, il se dit, bah, c'est bon, ils doivent être bons, là, son programme il doit être lancé, il commence à éteindre les conteneurs de la V1. Pardon ? Voilà. Donc moi, ma démo, c'était pour montrer, ce qu'il faut, c'est renseigner Kubernetes sur l'état de votre application, et à partir du moment où on va mettre en place les health probes, ça s'appelle, donc les sondes de vie, les sondes qui surveillent votre application, bah à ce moment-là, on arrive à avoir du 100% disponible, en faisant des rolling updates comme ça. Donc c'est pour montrer que qu'il faut aussi apprendre à connaître un peu l'outil, et que les choses sont pas forcément... c'est pas compliqué à mettre en place, mais il faut quand même se chercher un petit peu comment ça marche. Ça marche pas ? Si, ça va marcher. Si ça marche pas alors qu'on l'a mis sur une vidéo, c'est vraiment la loose. Voilà. Donc, tu l'as là, non ? Ouais, mais il dit qu'il rencontre un problème. Comment ? Apparemment, on n'a pas de chance ce soir, c'est-à-dire que ni la vidéo ne marche pas et le disque dur n'est pas reconnu. Je sais plus, on le copie sur le Mac. On va faire une petite copie. Et puis à partir de là, alors qu'est-ce que je peux vous montrer moi pendant ce temps-là ? Je vais faire un petit essai. Ouais, ah bah oui, tiens, bonne idée. Pour trouver le temps. Ouais. Est-ce que vous avez fait des mises à jour de Kubernetes en version Oui, alors la mise à jour des nœuds eux-mêmes, c'est ça ? Et des masters, ouais. Alors, si vous vous rappelez donc l'architecture de Kube, donc vous avez le master qui pilote les nœuds qui vont exécuter les payloads. Et donc ces masters, enfin ces nœuds Kubernetes, c'est des VM GCE, pardon, qui sont d'ailleurs ça c'est un côté sympa d'être sur GCP, c'est que les VM sont sur des OS qui sont très optimisés pour la mutualisation, enfin pour faire tourner du container et tout ça. Donc la question c'était que se passe-t-il quand on met à jour les nœuds Kubernetes, les masters, les slaves, etc. Donc le soft Kubernetes lui il évolue. Il faut faire évoluer donc du coup les nœuds master et slave. En gros, alors sur GCE, enfin sur GKE pardon, sur la Google Cloud Platform, on va là on peut faire en ligne de commande, on peut aller sur le cluster et on dit je veux passer de la version 1.8 à 1.9 ou à 1.10 de Kubernetes. Et alors à ce moment-là, l'impact va être différent pour... alors quand on upgrade le nœud master, comme c'est le nœud master qui coordonne les enfants, là, les autres nœuds, du coup, en fait, quand il se met à jour, il n'est plus là. Et à ce que je sais aujourd'hui, alors je crois que c'est prévu, hein, je ne suis pas sûr, mais à ce que je sais aujourd'hui, il n'y a pas de réplication du nœud master. Donc quand le master n'est pas là, il n'est pas là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas obtenir le statut de vos pods, vous ne les connaissez plus, puisque c'est le nœud master qui répond. Et il n'y a plus d'ordre qui vient du master. Donc les nœuds qui exécutent les charges de travail, eux, ils savent plus, ils continuent à exécuter les conteneurs, mais vraiment on n'a plus de contrôle dessus. Donc faut vraiment, c'est une opération qui va durer, je sais pas, un truc comme 1 minute et demie. Et pendant cette minute et demie là, c'est un peu comme si si vous avez plein d'enfants, vous partez, vous les laissez pour aller aux toilettes, puis vous revenez. Voilà. Mais bon, ça marche. Alors par contre, quand on veut mettre à jour les nœuds d'exécution des charges de travail, ça c'est bien, il fait ça de façon classique, donc il va faire une première phase de drain des nœuds, donc il va essayer de libérer des nœuds. Une fois qu'il a un nœud complètement libre, paf, il l'éteint, il en monte un autre avec la nouvelle version, etc. Donc c'est là vraiment
il n'y a pas de gros problème. Sauf si votre application est répliquée qu'une fois. Et à ce moment-là, à un moment, il va être obligé de faire tomber le pod. Et sur les 2 masters, on ne peut pas fonctionner avec 3 masters Et de ce que je sais, je ne crois pas. Alors peut-être quelqu'un va me faire mentir, mais je crois pas encore. Je pense que c'est dans la roadmap, mais je ne l'ai pas vu, quoi. Ouais. D'ailleurs, ouais, une des nouveautés qui est sortie, je crois, avec la 1.10, c'est qu'on peut même faire c'est très prévu pour faire du hybride, du cloud hybride. Donc on peut aussi avoir des nœuds d'exécution de charge de travail qui sont déportés dans votre infra et qui sont pilotés par un nœud sur GCP, par exemple. Et qui pilote aussi ce même nœud, un node pool, enfin un cluster GCP aussi. Ah! Apparemment, quelqu'un a une autre question? Ouais? Prendre les questions peut-être pendant les pizzas, parce qu'on est quand même assez short au niveau, on est timeboxé par l'école après. Ah ouais, d'accord. Bah super. Tiens, tu veux que je te le tienne ou c'est bon? Et ça serait bête de manger des pizzas froides. Bonjour. Ok, donc normalement il doit y avoir une autre démo avant, mais c'est pas grave, je vais faire celle-là directement. Donc le but de la démo, c'est quoi? Enfin, il y avait plusieurs possibilités pour une démo. Là, ce qu'on a décidé en fait, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut, depuis une application qui tourne dans un cluster Kubernetes, envoyer des métriques, des métriques vers Stackdriver, donc Camille nous a parlé tout à l'heure, et comment ensuite on peut récupérer ces métriques pour configurer un autoscaler qui va automatiquement adapter le nombre de réplicas de l'application pour recevoir en fonction de la charge. Ok. Donc, comme vous l'avez compris, la démo, je l'ai préparée en vidéo pour que je puisse passer éventuellement les moments où ça l'attend, parce que en gros, je montre dans la première vidéo comment est-ce que dans l'espace de la console Chrome, on peut créer un cluster en quelques clics. Donc ça n'a pas un grand intérêt, mais vous voyez bien, c'est pas terrible, mais en gros on est sur le formulaire, là, donc je rentre le nom du cluster, Meetup Toulouse DevOps, et en quelques paramètres que je règle pour choisir de déployer mes machines en Europe, dans une zone bien particulière, je choisis la version de mon cluster, la typologie de mes machines, un CPU, 4 Go de RAM, et je choisis d'avoir 3 machines, on voit pas très bien, mais size 3. Et pour l'instant, je vais être comme ça. Voilà, je laisse tous les autres paramètres par défaut. Donc, en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Create, et bon, la vidéo, je ne l'ai pas retravaillée. En gros, vous voyez, elle fait à peu près 2 minutes. Là, une fois que je suis là, au bout d'un peu moins d'une minute, même pas en fait quelques secondes, j'ai mon cluster qui est prêt. Donc ce que je vous montre là, c'est que je vais dans la partie où je peux lister les VM et je vois que mes 3 VM sont prêtes, sont provisionnées et raccrochées à mon cluster. Avec les détails des VM ici. Là, je pense que je cherchais l'OS pour vous montrer, je crois que c'est un CentOS, un truc comme ça. En gros, voilà, donc ce qui se passe, c'est que, je sais pas pourquoi il tourne là. Ouais, bref. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Et une fois que c'est prêt, je crois que c'est dans la vidéo d'après, donc je vais la lancer. Je peux aller sur cet écran, cliquer ici sur le petit bouton Connect, copier une commande qui est complètement illisible, mais en fait on s'en fout. Je la prends et je passe sur... Putain, quelle synchronisation merveilleuse. Je passe sur mon terminal et je la lance et en gros je me connecte à mon cluster pour ensuite pouvoir utiliser l'outil dont Arnaud vous a parlé tout à l'heure, pour communiquer avec mon master cube et par exemple lister les pods qui sont en train de s'exécuter. Donc là mon cluster est tout neuf, il est à poil, donc il n'y a rien. Là je bataille pour trouver la commande kubectl cluster-info. Voilà. Et en gros c'est juste pour montrer qu'on est sur le cluster. Donc la suite c'est, là je mets sur pause, c'est une page de doc que vous trouvez sur Google Cloud, enfin cloud.google, machin, où en fait se décrit les quelques étapes pour faire ce que je vais vous montrer. Donc utiliser les custom metrics pour scaler les déploiements. Donc je passe pas le détail du truc, à un moment donné la première étape, c'est ça que je vous montre juste que la page existe. Une des premières étapes, ça consiste en fait à déployer des ressources pour faire en sorte que votre cluster, je ne dis pas de conneries, que votre cluster il soit capable d'aller lire les ressources, les métriques qui sont sur Stackdriver.
En gros, qu'il soit capable d'utiliser les API StarDriver pour aller descendre des informations, des métriques bien particulières. Et donc, en gros, pour faire ça, je suis allé chercher dans la page de doc une commande toute prête, kubectl, vous voyez peut-être pas très bien, kubectl create-f avec un fichier qui contient des manifestes cubes, un peu comme ceux qu'Arnaud vous a montré tout à l'heure. Je pense que voilà, je vais aller sur la page web. Et en gros, bon, je ne vais pas aller sur le détail, mais en gros, c'est tout un ensemble de ressources, donc des déploiements, enfin un déploiement, des comptes de services, des services, en fait, je m'en fous un peu, on va dire, je ne vais pas regarder le détail de ce qu'il y a là-dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, il y a un déploiement qui expose une petite API, que les ressources que je vais créer par la suite, et notamment l'autoscaler, va pouvoir utiliser pour aller chercher les informations qui vont bien sur Kubernetes. Donc là, j'ai préparé la démo chez moi, donc j'ai à peu près 1 méga en descendant, donc ça met un peu de temps. Et en gros, une fois qu'il a créé les ressources, voilà, je cherche, c'est pareil, je bataille un peu, je cherche à afficher le déploiement qu'il vient de créer. Le problème, c'est qu'il l'a créé dans un autre namespace, il y a une notion de namespace pour bien séparer les différents workloads. Et donc là, il m'a créé donc, le déploiement dont je parle dans un espèce qui s'appelle Custom Metrics. Et voilà, au bout d'à peu près 15 commandes, je vais réussir à afficher le truc. Voilà, donc là, j'ai mon petit pod qui est en train de tourner. D'accord, il est en statut running, un conteneur sur un qui est prêt. Et en gros, cette partie-là, c'est fait. Et donc, ça, c'est le chapitre 2, préparation du cluster. Là, on voit en train de faire mes QuickTime, c'est super malin. Et la suite, c'est... Alors là, je vais vous montrer, je vais vous présenter l'application de démo que je vais déployer là-dedans, que je vais scaler. Et je vais vous présenter aussi un petit écran de Stackdriver, dont Kevin vous parlait tout à l'heure. Donc l'application de démo, elle fait en gros, c'est un petit serveur HTTP qui expose grosso modo 2 endpoints. Est-ce que je peux scaler la vidéo? Non, je peux. Donc en gros, j'ai un endpoint qui répond sur slash, là, qui fait un sleep pendant 1 seconde et qui répond OK. Donc bon, voilà, c'est juste pour avoir quelque chose sur quoi taper. Ce endpoint-là, je le branche une fois qu'il est démarré sur un serveur HTTP qui va écouter par défaut sur le port 8080. Voilà, donc rien de bien impressionnant, sinon que j'ai aussi un endpoint slash metrics ici qui va être utilisé donc, pour exposer des mesures sur l'application, un format compatible Prometheus. Pour ceux qui ne connaissent pas Prometheus, c'est un système de monitoring, à l'instar de Stackdriver d'ailleurs, qui expose des métriques applicatives sous un format texte. Et en gros, il marche sur un modèle de pool en fait, où l'agent Prometheus va pooler l'application régulièrement pour avoir des métriques à jour. Et donc là, il se trouve que j'ai quelques packages, j'ai pas codé ça moi-même, qui me permet d'exposer des métriques basiques en fait. Et donc là, j'ai lancé le serveur en local, donc je tape sur mon slash et j'ai bien... voilà, j'ai cherché à faire un truc pas super intéressant, voilà. Et une fois que je tape sur slash metrics, là je vois tout un ensemble de paramètres. Bon, il se trouve que c'est un truc en Go, donc il y a des trucs spécifiques à Go, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est les mesures qu'il y a tout en bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu refresh 15 fois. Voilà, on arrive. Yes. Et donc là, voilà, les métriques qu'il y a en bas, on ne les voit pas très bien, mais en gros, je trouve ici, là, le nombre de requêtes que mon serveur a catché. En code 200, il y en a 9, donc j'ai refresh 9 fois. Et le nombre de requêtes qu'il y a in flight, c'est-à-dire en cours de traitement sur le serveur. Là, j'en ai une au moment où j'affiche la page, c'est la requête sur slash metrics, justement. Et donc le but, ça va être de... juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer cet applicatif sur une ressource, enfin dans le cluster que j'ai créé juste avant. Là, on voit qu'il y a le compteur qui s'incrémente quand je refresh. Déployer le cluster, déployer ça dans le cluster, et utiliser la métrique là pour augmenter le nombre de réplicas quand mon nombre de requests in flight augmente. Je ne sais pas si je suis très clair. Ceux qui n'ont pas compris, lève la main. Là, j'utilise un petit outil AB Apache Bench qui, en gros, me permet de stresser un serveur avec un nombre de requêtes que je définis en même temps. Donc, en gros, là, avec cette commande, je vais lancer systématiquement 500 requêtes en continu sur le serveur, donc sur le Localhost 8080. Ça n'a pas marché parce que 500 c'est un peu gros pour un petit MacBook Air de 2011. Voilà, et donc là, ce que je montre, c'est que j'ai lancé Apache Bench avec 100 requêtes et
je zoome en fait sur le request in flight qui passe à 100. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a une bonne partie de la vidéo après. Je zappe parce qu'il y a les pizzas. C'est moi qui continue à jouer avec. Non, même pas, j'ai fini. Donc là, ce que je vous montre maintenant, c'est bon, le Dockerfile, on s'en fout pas mal. Enfin, encore que je ne sais pas si on pourra revenir après dessus, si jamais. C'est un tout petit peu plus intéressant pour la démo de voir la tronche du déploiement Kubernetes. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... bon, je démarre avec un réplica. Il y a surtout... est-ce que je vais redimensionner le truc? Ouais. Putain. J'ai vraiment bien fait. En fait, oui, un peu, ouais. Et donc j'ai deux conteneurs en fait. J'en ai un où j'ai mon applicatif, pour en parler, qui tourne. Donc non, attends. Oui, c'est ça. Ici, hein, avec mon binaire qui s'appelle Kubernetes Autoscaling. Et j'ai un autre conteneur qui est là, en fait, hein, on voit dans la liste des conteneurs, je ne sais pas très clair le YAML, là j'ai le premier conteneur. Et celui-là, qu'en est un autre que en fait, je lance en utilisant une image que Google me fournit directement sur son registry Docker, qui me permet en fait de convertir les métriques que j'expose dans mon applicatif qui sont au format Prometheus en format Stackdriver et qui les pousse en fait sur l'API Stackdriver. Okay. Donc c'est un peu confusant comme ça parce que tout à l'heure j'ai fait un déploiement qui permet à mon autoscaler que j'ai déployé après d'aller lire les métriques qui sont sur Stackdriver, mais j'ai besoin d'avoir un sidecar conteneur là à côté de mon applicatif pour que je puisse pousser les métriques. Voilà. C'est un peu confusant, mais si c'est pas très clair, je peux revenir dessus après. Dans les trucs qui est intéressant à noter, c'est que là, je donne le endpoint sur lequel il va pouvoir trouver mon slash metrics. Le slash metrics, il le sait tout seul, puisque c'est plus ou moins standard. Stackdriver préfigure 2-3 trucs dont on se fiche pas mal. Et en gros, ça marche. Donc j'avance un peu. Alors, en gros, je fais ce que je viens de dire. Oui, là, en fait, j'étais dans la console cloud de Google, hein, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la partie monitoring. Je fais rapidement un petit passage sur l'interface web de Stackdriver, qui ressemble donc à ça. Alors, je désactive AdBlock parce que... Voilà. Et donc, c'est très rapide, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, donc il y a quelques onglets, partie ressources qui me permet en fait d'aller chercher un certain nombre de métriques, et les afficher sous forme de graphes, en faisant des moyennes, etc. Je peux configurer par là des alertes, des sondes, etc., etc. Là, je fais un exemple en fait en recherchant une métrique sur mon cluster. Alors, j'ai rien déployé, comme on disait. Par contre, il y a quand même quelques pods qui tournent dans des namespaces un peu planqués, qui servent d'agent en fait pour contrôler un petit peu mes nœuds. Et là, je les vois en fait. Et c'est des ressources, c'est des métriques d'utilisation CPU que j'ai dans mon cluster sur les pods qui sont déjà déployés. Et là, on le voit en fait, hein, que pour la démo, j'ai fait la vidéo hier, donc j'ai créé le cluster vers 7h15 du soir, et là, j'ai enregistré ce bout de vidéo 15 minutes après, donc je vois que j'ai déjà quelques courbes. Voilà, donc Stackdriver, ça ressemble à ça, et nous, on va essayer donc, de visualiser là-dedans la courbe d'utilisation de request in flight de mon appli que je vais déployer juste après. Jusque-là, ça va? Donc, déploiement de l'application dans GKE, donc on est là sur la vue du cluster, donc ça c'est une vue graphique des ressources que j'ai dans le cluster qui m'a offert sur la console cloud. J'utilise ça un peu en paire avec le kubectl dans la ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est... Je sais plus ce qu'on va faire, on va voir. On va rien faire, casse-toi, t'as rien à faire. Voilà, on est là. Et donc je kubectl create sur... Oui. Ah pardon, c'est fini? Il faut que j'accélère. Plus que conclure en fait. D'accord. Ben, ça va être compliqué parce qu'il y a un temps. On fera pas les slides de fin, ou sinon je lappe la démo ou on vous appelle les slides de fin? Ok, je lappe les slides. Il reste un quart d'heure? Pour les pizzas. Ouais. Ouais. Je vais vous faire chier. Donc en gros, je lance mon applicatif. Donc là, je suis sur l'adresse IP externe. Je vois que j'ai les mêmes métriques que j'avais en local. Hop, continue de jouer. Donc là, j'ai lancé Apache Bench depuis mon Mac. Et je vois que je fais gonfler le nombre de requests in flight. Et voilà. Donc, on va passer. Je vais vous montrer la fin. Donc, ce qu'on fait ici. Voilà, là j'ai un bout de courbe où j'ai laissé en fait tourner mon applicatif en jouant avec Apache Bench sur un Cloud Shell.
En fait, là, j'ai donc un peu de quelques minutes d'historique, un petit quart d'heure là, où j'ai la courbe de nombre de request insights sur mon applicatif que j'affiche. Et en fonction de comment j'ai joué avec PageBench juste avant, je vois que c'est ici un peu moins, autour de 60 requêtes en cours de traitement. Je monte avec un pic à 500 et un peu moins de 400. Ok ? Donc le but, ça va être de faire en sorte de demander à Cube, en configurant les ressources qui vont bien, de mettre suffisamment de réplicas de mon pod pour que chacun de mes pods gère au maximum 100 requêtes in-flight, pas plus. Sinon, en gros, si j'ai un pod à 500 requêtes in-flight, il va en demander 5 pour que chacun des pods en gère 100. Okay. Donc, comment on fait ça? Je crée une ressource de type horizontal pod autoscaler. Donc c'est un autre YAML, au même titre que les autres, où je vois que j'ai le nombre minimum de réplicas, le nombre max de réplicas que je spécifie. La métrique sur laquelle je vais faire le scaling, donc prom métrique handler request in flight, avec ma target average à 100. Là, je montre que c'est effectivement la même que j'ai là, que celle que j'avais là dans mon résultat. Okay. Donc, on y va. Là, j'ai créé ma ressource, donc c'est un petit peu après, où je affiche en haut l'état de mon horizontal autoscaler avec ces logs. Donc, je vois en fait qu'il se passe quelque chose là où j'ai juste déployé mon autoscaler, je suis toujours à 400 requêtes in flight. Donc, il a demandé à créer 4 autres conteneurs, enfin 3 autres conteneurs en plus du conteneur que j'avais, de sorte à ce que chacun gère un peu moins de 100. Donc c'est le message de log que j'ai là, un new size 4, reason 4, voilà, vous avez compris. Donc j'avance un peu, et à un moment donné, ce que je veux montrer, c'est, voilà, ici, perdu. Tant pis, on ne montrera pas. Là, j'attends un peu, et j'arrive à un moment où je vois que ma courbe, avec mon seul pod qui était là, qui était tout seul, était à 500. Et dès lors que j'ai créé mon autoscaler, lui, il a baissé parce que forcément, j'ai eu les autres pods qui ont été créés et le load balancer qui m'a redirigé le trafic de manière homogène sur mes autres réplicas. Et ensuite, au bout d'un moment, j'ai des métriques des autres pods qui sont remontées. Et là, je vois que je plafonne à 100. Si je continue un peu, voilà, je pourrais m'arrêter là. Parce qu'en gros, la dernière partie que je vous montre, c'est qu'est-ce qui se passe si, en gros, je monte encore. En gros, je fais encore plus de requêtes et j'arrive en fait à la limite des nombres de réplicas que mon cluster peut scheduler. Parce que je vous rappelle que j'ai 3 machines d'un CPU. Au bout d'un moment, en fait, j'ai plus assez de ressources machines virtuelles pour scheduler des nouveaux conteneurs. Et en fait, en gros, ce que je vous montre, c'est que c'est aussi facile en fait, c'est une option à activer dans le cluster pour faire en sorte qu'il scale automatiquement le nombre de nœuds. Et en fonction du nombre de pods que je vais scheduler, il m'ajoute des nœuds des VM au fur et à mesure. Voilà. Bon, on va zapper la fin du coup parce que